Bonjour, je suis Amandine, kinésiologue. J'ai le plaisir de soutenir l'association Web TV J'aime Châtillon d'Azergues, qui soutient les initiatives locales et le patrimoine de notre village. Alors aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de découvrir un reportage unique sur la chessilite, qui est un trésor géologique de notre patrimoine. Bonne découverte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de J'aime Châtillon d'Azergues, qui nous emmène à la rencontre de Frédéric Gaudry, expert en géologie et passionné par le patrimoine minier de notre région. Dans ce reportage, nous allons explorer l'histoire fascinante de la chessilite, un hydrocarbonate de cuivre unique qui témoigne du riche passé minier de Chessy-les-Mines et de notre territoire. Frédéric Gaudry, géologue, expérimenté et créateur des panneaux explicatifs du Sentier des Mines, va partager avec nous son savoir et son enthousiasme pour cette pierre bleue éclatante. Merci, bonjour Châtillon. Merci de recevoir J'aime Châtillon d'Azergues. Merci également de nous plonger dans les profondeurs de l'histoire géologique du Beaujolais et de nous faire découvrir un trésor local qui mérite toute notre attention. Donc la première question qui me vient, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la chessilite et pourquoi elle porte le nom de Chessy-les-Mines? Alors cette chessilite, c'est un nom qui en fait est venu plus tard, la dénomination d'un minéral qu'on appelle et qui est reconnu actuellement l'azurite, comme bleu comme le ciel, l'azur. Et le fait qu'elle ait été si remarquablement exprimée sous forme de cristaux, comme on le verra, avec des formes, des tailles, une diversification importante, a fait la réputation de l'endroit où on l'a trouvée, pas vraiment pour la première fois, mais où elle a été identifiée et l'échantillon de référence a été décrit à partir d'un échantillon provenant de Chessy. Alors on est dans les années 1824 où le nom azurite arrive, mais c'est à partir de 1811 où il a été découvert à Chessy-les-Mines. Et ce n'est qu'en 1836, plus tard, que Brooke et Miller, dans un livre de minéralogie, ont fait référence au terme de chessilite, qui est gardé localement, mais même dans le monde de la collection, on aime appeler la chessilite, surtout quand elle fait référence à un échantillon qui vient de Chessy, bien évidemment. Et quelle est l'importance historique et géologique de Chessy-les-Mines dans la découverte et l'exploitation de la chessilite? Alors, Chessy a existé et son exploitation pour le cuivre, parce que la chessilite est un minerai de cuivre. Au début, quand on l'a découvert, on savait vraiment pas quoi en faire, et c'est avec l'analyse chimique et on s'est rendu compte que c'était aussi un minerai de cuivre. En l'occurrence, c'est un hydroxycarbonate de cuivre. Par exemple, les calcaires qui servent à faire toutes les maisons, les pierres dorées qui ont été exploitées dans les carrières et qui sont à Châtillon et qui font d'ailleurs tout le cachet de cette belle ville, font que ce sont à l'intérieur des cristaux de calcite, un carbonate de calcium, mais en plus, dans la chessilite, il y a aussi le cuivre, mais qui a une origine un peu plus lointaine. Peut-être on aura l'occasion, avec un de ces panneaux du Sentier des Mines, de faire son explication. Alors, quelles sont les propriétés distinctives de la chessilite qui la rendent si spéciale? Alors, comment reconnaître une azurite de Chessy, et en l'occurrence, une chessilite? Quand on l'a découvert, on a découvert cette fameuse mine bleue, donc en 1811. On a été frappé déjà par l'importance des veines qui étaient prises dans des roches sédimentaires. Et là, ce qui fascine, bien sûr, c'est sa couleur, qui démontre ici la présence du cuivre, et la forme et la taille des cristaux. Vous voyez, ces formes géométriques ont été utilisées au début de la science de la minéralogie, grâce à René Juste-Huy, qui était au muséum et qui a fait l'analyse des échantillons qui ont été envoyés par la famille Jarre, qui exploitait Chessy-les-Mines. Et il en a conclu que c'était aussi d'une forme monoclinique. Vous voyez, ça fait une sorte de face losangique mais il n'y a pas de symétrie sur toutes les directions. C'est comme si j'avais appuyé sur ce losange, le déformant. Et ensuite, il y a toute une déclinaison avec, là on voit des arêtes, mais elles peuvent être tronquées par des faces, et les sommets également peuvent être biseautés, et c'est cette diversité
d'un cristal qui grandit toujours avec les mêmes proportions, les mêmes qualités physiques et chimiques, mais ensuite, arrive un moment, des petites subtilités dans le gisement font que on a des arêtes tronquées, des faces tronquées, des tailles, des formes de cristaux un petit peu différentes. C'est ça qui va faire la signature typique de la schistite. Alors, existe-t-il d'autres régions dans le monde où l'on trouve de la schistite ou est-elle propre à Chessy-les-Mines? Alors, on connaît le bleu parce que ce carbonate n'avait pas été identifié en tant que tel dans l'est de l'Europe. On s'en servait comme une petite poudre pour faire des peintures. Hein. D'ailleurs, on en trouve aussi à la Renaissance dans les pigments, parce que le lapis-lazuli, ça coûtait cher. Mais les premières couches de auto, on utilisait par exemple de l'azurite, et puis les dernières, on mettait les pigments un peu plus importants qui résistaient un peu plus au temps également, pour faire du bleu. Par ailleurs, est-ce qu'on a trouvé de la schistite à d'autres endroits? Bah oui, partout dans le monde où on a des gisements de cuivre et qu'il y a une altération de cette partie du gisement profond et les eaux qui percolent à travers les roches qui renferment le minerai initial de cuivre font des nouvelles combinaisons et on va avoir cette azurite qui va se retrouver notamment au Maroc. Les plus beaux gisements actuels sont au Mexique, à Mil Pilas. Il y en a à d'autres endroits en France, mais de façon moins bien exprimée. On en a en Chine, et il y en a aux États-Unis avec les mines de Bisbee. Et c'est un minéral qui est adoré par les minéralogistes professionnels et amateurs parce que, et puis tout le monde qui s'intéresse à quelque chose d'esthétique, c'est bleu, ça a des formes et ça brille, c'est cool. Vous avez travaillé sur les panneaux du sentier des mines. En quoi ce sentier met-il en valeur l'histoire minière de Chessy-les-Mines? Oui, alors l'origine de ces panneaux, en fait, je les avais conçus pas à 100%, hein, il y en a d'autres qui ont été rajoutés au début du projet. Ils venaient en fait de cette exposition pour le Salon des minéraux de l'Arbrel en 2012, où j'ai réussi à extraire les beaux échantillons qui étaient encore cachés depuis 40 ans dans les réserves du musée des Confluences qui étaient en construction. Et je ne pouvais pas laisser ces échantillons contemporains de l'exposition de la mine sans des explications. Donc, j'avais créé cette exposition qui s'appelait « Les dessous géologiques de Chessy-les-Mines ». Et voilà, en réfléchissant, en ayant toute la base de données que j'avais en tant que géologue, j'ai fait un écorché géologique et tout l'inventaire des mines et des galeries qui pouvaient se retrouver invisibles actuellement, mais pourtant bien bel et bien encore présentes dans le sous-sol à l'aplomb du sentier. Et ces panneaux ont eu une seconde vie. Ils ont été pris par la commune, hein, on a fait un projet, d'autres panneaux ont été rajoutés, inspirés d'ailleurs des données d'un livre qui est des références aussi à l'époque, en 2003, sur le renne minéral, donc la revue de minéralogie en France. C'était le hors-série numéro 9, et des panneaux historiques ont germé à partir de cette revue, et puis les panneaux inédits ont été disposés par la commune pour faire une petite constellation d'un sentier avec des personnes de la commune. Et ensuite, ça a été repris dans d'autres projets, redesignés, mais voici en tout cas on va dire, le panneau emblématique qui nous permet d'explorer qu'est-ce qu'on a sous nos pieds. Ça, ce sont les parcellaires. Et puis finalement, vous voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs, de choses, de traits, de décalages, et qui montrent que c'est très varié et qu'il y a une histoire extraordinaire qu'on a ici et pas ailleurs. Parce que le gisement de Chessy, ce qui est intéressant, c'est qu'il est intellectuellement intéressant. Il est varié. C'est une suite de coups de bol géologiques qui a amené à la formation de ces azurites. Regardez voir ça. C'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Donc celles-ci ont été sorties de terre, eh bien, il y a 220 ans. Vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on en faisait à cette époque? Eh bien, on les concassait, et on les chauffait, on les broyait, et on en sortait le cuivre. Parce que, avant, vous voyez ici, c'est un compartiment où il y avait toutes les mines.
Donc ici, ce sont des routes, il y a une patte d'oie, c'est le site qui s'appelle Sur les Puits. Et les gisements historiques, mais vraiment historiques, puisqu'ils doivent sûrement avoir été exploités de manière contemporaine à l'édification de Lyon. Et c'est en ça que c'est aussi très important, parce que les ressources locales ont une influence sur Lyon, et on verra par la suite. Là, cette petite veine, ici mise en jaune, devait affleurer. Et c'est ici qu'on est allé rechercher ce minerai. Mais c'est pas ici qu'il y avait les azurites. Ici, nous avions un autre type de minerai qui était le minerai initial de ce qu'on appelle un amas sulfuré. Vous voyez, tout ce qui brille, ce sont des sulfures et non des carbonates. Et il y en a qui sont un petit peu dorés. Ça, ce sont les chalcopyrites. Il peut y avoir aussi de la pyrite. Donc la chalcopyrite, c'est un sulfure de cuivre et de fer. La pyrite, c'est un sulfure de fer. On a des petites teintes grises métalliques qui sont de la galène, un sulfure de plomb. Et il y en a qui peuvent paraître brunes en transparence, qui sont des sulfures de zinc. Toutes ces substances, vous les avez dans vos poches, dans vos téléphones portables, dans votre ordinateur, sur votre toit, dans vos tuyaux de plomberie. En fait, ça servait pas pour faire les téléphones portables à l'époque des Romains, bien évidemment, du 1er siècle de notre ère, sous Tibère Ier, mais c'était pour faire le bronze, par exemple. Et pendant 2000 ans, on a exploité ici, puis la partie qui est plus dans cette direction, vous voyez, au sud. Et voilà, c'était de manière superficielle. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la découverte de la schistite? Ils ont fait un trou ici, et ça commençait à se tarir, hein, le gisement. Parce que à chaque fois, il y avait un petit décalage ici, une faille. Mais ils n'avaient pas compris cette géométrie. Et l'endroit, si je continue cette structure, elle arrive ici. Mais c'était trop profond. Et ils l'ont perdu de vue, même en creusant à 140 mètres de profondeur. Alors que dans les années 1810, on cherchait partout, mais ça commençait à se tarir. Eh bien, on a fait appel à M. Vollmer, qui venait des mines de Freiberg. Il a fait un trou ici qui était un puits. Et puis ensuite, d'habitude, on restait dans ce compartiment. Et là, ils ont fait une galerie, qui s'appelle la galerie Barona. D'ailleurs, il y a sur le site une très belle maison forte qui s'appelle la Grange Barona. Et pouf, là, ils ont traversé la séparation entre les terrains plus récents et les anciens terrains, où, pendant 2000 ans, on a cherché. Mais le gars, il a continué. Peut-être qu'il y avait des petits filonnets intéressants. Et hop, il est arrivé dans des terrains totalement différents. Ça, ce sont des grès, donc du sable fossile, fossile de plage. Mais à l'intérieur, vous voyez tous ces petits trucs qui sont bleus là, qu'on voit ici en détail. Eh bien, c'est ni plus ni moins que des veines d'azurite. L'altération superficielle de ce gisement a été captée par la faille. Les eaux ont altéré les sulfures. Ça a fait des sulfates de cuivre qui ont fait migrer le cuivre, qui s'est redéposé. Et comme c'était des fluides acides, ça a réagi avec les carbonates qui étaient à l'intérieur de ce grès fossile, de cette roche de littoral fossile. Et les carbonates, si je mets de l'acide dessus, ça se dissout. Quand on altère des sulfures et qu'on a des eaux avec les sulfates, il reste de l'acide sulfurique qui a attaqué les carbonates. Et le cuivre, il est passé d'un minéral à un autre. Et c'est ça le coup de bol géologique, parce que cette faille, c'est uniquement lié à la compression des Alpes, qui dans la région s'est matérialisée par une distension. C'est pour ça que cette faille, elle est parallèle à la Bresse, aux Dombes, qui sont effondrées en avant-pays des Alpes. Et le fluide ici, il a suivi cette faille, mais le pendage, il était dans la bonne direction, pour qu'ensuite ça diffuse en suivant ce millefeuille géologique avec des couches imperméables, des couches perméables, et les fluides acides, ils ont réagi avec ces roches. Coup de bol, hein. Comment la schistite contribue-t-elle aujourd'hui à la notoriété de Chécy Mines et de la région? Alors, grâce à ces expositions, grâce aux publications dans les livres, grâce à diverses conférences, eh bien, cette azurite qui fascine les petits et les grands, parce que moi je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, hein. La première lecture qu'il y avait de l'azurite dans la région, et pourtant je ne suis pas de la région, hein, j'étais de la Nièvre, c'est avoir lu quelque part ici azurite près de Lyon.
Chessy près de Lyon. Et c'est juste cette petite phrase, je me suis dit, mais Lyon, waouh, il y en a en France, c'est extraordinaire. Et alors que j'étais à 200 km de là, et à 6 ans, je découvre ce truc et je me dis, il faut que j'y aille. Et ça, ce rêve de petit enfant, c'est la même chose, même chez les grands enfants que sont les collectionneurs. Et au travers le monde, dans les bourses minéralogiques, ça fait revivre au travers des expositions thématiques à Sainte-Marie-aux-Mines, à Tucson, en Arizona. On connaît le terme de chessilite. Et au travers du monde, tous les gens peuvent venir. J'ai accompagné des personnes qui venaient de tous les continents à cet endroit-là, découvrir l'origine de ce fabuleux échantillon, ensuite historique. Parce qu'on a un patrimoine vraiment qui remonte dans le temps, et ça, c'est pas tous les autres gisements dans le monde qui l'ont. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à vous intéresser à l'âge de 6 ans à la chessilite? Alors, c'est la curiosité, accompagné aussi par mes parents qui m'achetaient des bouquins. Ça, c'est très important. Lire, des revues, pas que Internet, hein, ça n'existait pas à cette époque, mais vous voyez, en partant de presque rien, cette petite graine, eh bien ensuite, je l'ai pas oublié. Et en me rapprochant de la région, bien que restant dans le Charolais-Brionnais, donc il fallait franchir le Haut-Beaujolais, j'avais réussi mes parents à venir nous amener sur le site. Et vous voyez, là, c'est le déblai qui appartient actuellement à l'association minéralogique de l'Ardrel-Chessy, qu'on appelle l'AMAC, qui est très active dans la région depuis plus de 50 ans, et notamment au travers des expositions, des salons minéralogiques de l'Ardrel. Et quand on est arrivé là, c'était en 96, donc j'étais mineur. Déception, c'était tout fermé. C'est normal, hein, c'est une propriété privée. Néanmoins, il fallait absolument que je ramène un caillou, quoi. Et vous voyez, je vous ai parlé des grès. J'ai trouvé un morceau de grès où il y avait un grain de sable qui était une azurite à l'intérieur. C'est minuscule, ça faisait 1 millimètre. J'ai ramassé ce caillou. Et il a fallu partir précemment parce qu'il y avait un énorme orage qui se mettait en place. Donc la frustration, je prends ce caillou et je le garde précieusement sur mon bureau d'étudiant. J'étais au lycée. Et je regarde ce petit truc à la loupe et je vois qu'il y a des petits cristaux à l'intérieur, mais qui étaient palichons, qui étaient vraiment pastel sur beige sur fond beige. Alors c'était pas très spectaculaire, mais il fallait quand même les trouver. Je me dis, mais il y a peut-être à l'intérieur. 6 mois après, je casse ce caillou. Et là, eh bien, c'est la chance du débutant ou le destin géologique. Où est-il? J'espère que j'ai pas mis le doigt dessus, ça serait dramatique. Regardez ce qui se casse pile poil au bon endroit. Une géode et à l'intérieur une touffe d'un minéral qui s'appelle de l'agardite. Et c'est un minéral de terre rare. Alors cet échantillon est d'autant plus remarquable qu'il a été directement intégré dans cette revue au moment du hors-série, alors que j'étais encore au lycée, passionné. Et par la suite, pour que vous puissiez plus savoir, j'en ai fait des photos pour pouvoir communiquer avec ces micro-minéraux, parce qu'il y a des grosses choses, mais il y a aussi plein de petites choses. Et vous voyez ces touffes fantastiques, là, si on appuie dessus, ça fléchit, ça se remet en place. Depuis 30 ans que je creuse dans la région, j'en ai jamais trouvé de si belle. Donc, un caillou, le destin, trouvé au hasard. Vous voyez, quand vous êtes petit et puis que vous avez ça, vous êtes absonné pour la vie. Et puis le hasard de la vie fait aussi que je suis arrivé dans la région après pas mal de pérégrinations. Première chose que j'ai faite, c'est de revenir sur le site de Chessy. Et puis depuis, je me suis intégré à cette association pleine de dynamisme et puis de sympathie autour de cette passion commune. Et j'en suis devenu aussi le président. Voilà, j'essaie de partager cette passion auprès des plus petits et des plus grands. Y a-t-il une anecdote ou une découverte marquante liée à la chessilite, à Chessy-les-Mines, qui vous aimeriez partager? Alors, ces découvertes, chacun en fait, soit sur le chemin, le sentier, mais maintenant que tout le monde vient, c'est sûr que ça repousse pas, ce ne sont pas des champignons. Et on a toujours en mémoire ce qu'ont découvert les anciens. Des découvertes extraordinaires dans des situations totalement fortuites. Et déjà pour moi, cette découverte de cette agardite a été plus que marquante, parce que sinon je ne serais pas là, j'aurais pas fait ce truc-là, et ça n'aurait pas fait cet effet boule de neige. Et puis il faut savoir que là, j'ai enlevé cette partie cachée, mais c'est parce que en profondeur, on a quelque chose de encore plus intéressant, figurez-vous, et que
l'histoire, elle n'est pas finie sur Chécy. C'est une perfusion au travers des passionnés locaux qui ont découvert de ci, de là, de temps en temps, parce que c'est très rare, hein, attention, hein, ça c'est vraiment exceptionnel, ça fait 15 ans que je l'ai trouvé celle-ci. Hein. Eh bien ici, la continuité des sulfures, elle est là, présente, elle est échappée à tous les anciens. Et la mémoire de Chécy a toujours survécu grâce à ces petits échantillons. Et ça n'a jamais disparu des radars en quelque sorte. Et vous voyez, ça, qui était ici facilement découvrable à la surface, eh bien, a été enfoui ici dans cette lentille qu'on appelle un amas sulfuré. Donc, aussi bien ces découvertes extraordinaires, historiques, vous voyez, comme celle-ci aussi, là, ça c'est fascinant, ce sont des cuprites. Ça aussi, ça fait la réputation du gisement. Ces formes géométriques sont uniquement l'expression de ces cristaux en grandissant. Ils sont encore plus localisés dans le gisement, puisqu'ils viennent de cette faille en rouge. Eh bien, les azurites, leur découverte, les cuprites, leur découverte, et puis d'autres carbonates ici, ont fait la réputation. C'est ces petites histoires qui ont fait que Chécy a toujours survécu pendant 2000 ans dans l'histoire des hommes. Mais c'était plus que des échantillons esthétiques, c'était des ressources minérales. On en a besoin, extraordinairement. On a besoin de cuivre, on a besoin de zinc sur nos toits, on a besoin de plomb, on a besoin de tout ça. C'est là, encore une fois. Alors je vois que vous avez aussi un autre plan des mines de Chécy. Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir ça? Tout à fait. Alors ces mines, là-dedans, il faut se rendre compte que dans tout cet endroit-là, il y a une forme de gruyère. Hein. Les hommes ont farfouillé en profondeur. Vous voyez, ça, ce sont des dessins historiques que j'ai adaptés et recalés sur le cadastre, avec des homothéties et ainsi de suite, pour faire correspondre le parcellaire actuel et le plan de l'époque, qui date de 1815. Alors, là, c'était ici, vous voyez, cette couche-là, on regarde par le dessus, et puis il y a une autre partie qui est plus au sud, qui est dans cette direction, et ça, ce sont les galeries en coupe. Vous voyez, les hommes ont farfouillé, ont descendu, ont suivi les couches qui s'approfondissaient progressivement, et puis ils ont fait des petits déblais. Ces déblais, on peut encore les voir sur le sentier des mines. D'autres ont été confinés avec de la végétalisation, mais bon nombre sont intéressants aussi pour les petites abeilles, parce que ça c'est tout concassé. Ils arrivent à y faire leur terrier. On a une chimie un petit peu différente, c'est la même initialement que ce qui était en profondeur, hein, mais maintenant à la surface, et on va avoir des plantes qu'on va retrouver ici et pas ailleurs. En fait, il y avait une belle corrélation entre la géologie, ce qu'on a fait l'homme, et comme on n'a pas reconstruit dans ce secteur-là, c'est une zone qui est recolonisée naturellement par les plantes, les insectes et ainsi de suite. Et il y a une vie. Voilà, c'est un ancien site minier, mais où la liberté de recolonisation de la nature a opéré et fonctionne. Vous voyez, ça c'est l'emprise, en regardant dessus, de la mine bleue. Donc c'était juste ici qu'il y avait les azurites. Alors que représente le schistite pour les habitants de Chécy-les-Mines aujourd'hui? Eh bien, je pense que ça représente de plus en plus de choses, puisque avec les activités des associations, ce sentier, le fait qu'il y ait plein de gens qui viennent dans la région, par exemple, soit des géologues, soit même des chercheurs du CNRS, ou alors mes propres élèves que j'emmène ici pour des sorties géologiques qui font le tour du Beaujolais. Cette émulation, ces expositions font prendre conscience que Chécy, il y a un patrimoine minier. Ainsi, l'école de Chécy a été baptisée la Chécylite par le conseil des enfants de la commune. Donc ça montre quand même qu'ils en ont conscience, que ça sonne bien. Il y a d'autres aussi ressources, comme les vignes, qui sont sur le domaine. Il y en a même une cuvée qui s'appelle la Chécylite. Donc cette Chécylite, est-ce qu'elle sera amenée ensuite à faire vivre encore plus le village? Je le pense, d'autant plus que ces ressources, vous voyez, excusez-moi, les ressources qui sont là n'ont jamais été exploitées. Elles ont été connues depuis les années 80-90, donc voici une carotte qui vient exactement d'un échantillonnage à l'intérieur. Ça, c'est une carotte de roche qui a été récupérée par un collectionneur de l'époque,
qui avait marqué la teneur en zinc. Et donc, c'est en 1991 qu'il a récupéré celle-ci. Parce que des recherches ont été faites, une descendrie. Donc, c'est un plan incliné. Et dessus, ils ont fait des sondages. Vous voyez, juste un petit carottage. Et pour retrouver l'amas sulfuré, ça vient exactement de là-dedans, à 180 mètres de profondeur. C'est à la fois profond, suffisamment pour pas impacter la surface, et puis pas très profond, qui fait une facilité d'éventuelle exploitation. Mais exploiter, c'est un équilibre entre plein de choses, économiques, environnementaux, techniques, des ressources, et ainsi de suite. Mais maintenant, les balances, elles changent compte tenu du contexte géopolitique général. Et là, une entreprise, la CEB, la compagnie de l'exploration de la Brévenne, a entrepris a eu un permis de recherche. Donc c'est vraiment de la recherche géologique pour essayer de comprendre ce qu'il en est de ce gisement de manière plus affinée de ce qu'on en avait il y a une trentaine d'années. Voilà. Et aussi toute la région. Donc je pense que ce gisement, il a aussi un fort passé. Il est encore présent de manière saupoudrée, mais il a très certainement un futur. Merci. Comment les habitants ou visiteurs peuvent-ils explorer le sentier des mines et en apprendre davantage sur la schistite? Alors grâce aux panneaux à la fois historiques ajoutés par la commune et puis toutes ces qui sont géologiques, donc il y en a plusieurs, il y a des panoramas, il y a des constellations de puits, de mines, on peut le prendre depuis la route du Breuil, à la sortie nord de Chessy, suivre les panneaux qui serpentent à travers le site minier et de manière autonome, en lisant, en contemplant, en respectant bien sûr le balisage pour pas aller dans les parcelles à droite à gauche qui sont privées, eh bien vous pouvez vous rendre compte de comment la nature a poussé sur certains déblais, au sol, quels sont les types de roches. Vous verrez qu'il y en a qui rouillent, il y en a qui sont fracturés, il y en a qui sont inclinés, il y a la Grange Barona, il y a l'après-mine également qui est quelque chose d'important, parce que qu'est-ce qu'on fait de toute l'eau qui percole à la travers, et en sachant qu'il y a la zergue, tout ça a été maîtrisé, et qui a dû être maîtrisé aussi au moment de la mine. Donc, on peut cheminer comme ça fait une boucle. Faut prendre peut-être 2 heures pour faire la petite boucle, et puis davantage si on veut prendre le temps de tout voir, et puis sinon on peut faire des visites commentées avec quelle technique, les petites réactions, comment est-ce qu'on peut extraire du cuivre de ces minéraux, où est-ce que c'était exactement, essayer de vraiment faire une enquête géologique avec toutes les ressources qu'il y a, ou en tout cas qui restent, parce que c'est très ancien. Enfin, est-ce que vous avez une actualité sur cette année 2025? Comment les visiteurs ou les habitants peuvent vous approcher pour pouvoir effectivement découvrir davantage Alors, on peut prendre rendez-vous par exemple pour les journées nationales de la géologie. Il faut savoir en plus que 2025 est une année internationale des géosciences qui regroupe tous les domaines de la géologie. Et donc je fais des événements. Et également, par ailleurs, j'ai aussi une petite boîte de géologie qui permet de faire du tourisme en vélo électrique, si vous en avez un, aller au-delà de la simple marche et d'aller trouver exactement les affleurements, les échantillons, en les laissant en place comme ça, mais en contemplant ces informations pour reconstruire une histoire géologique de la région. Et donc, les journées nationales de la géologie. Il y aura également, je pense aussi, des géo-événements en lien avec le géoparc qui seront proposés. Il y a l'exposition de l'Arbrel qui est toujours le 2e week-end d'octobre à l'Arbrel, donc le salon des minéraux, et où vous pouvez nous rencontrer. Et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme événement? Sinon, me contacter directement. Parfait. Eh bien, écoutez, Monsieur Gaudry, merci pour cette interview. Eh bien, merci à vous. On vous dit à très bientôt, donc certainement sur le terrain. Voilà, la géologie, ça se fait sur le terrain, en regardant les cailloux, en cassant un petit peu des trucs pour voir avec une loupe. Et puis, vous verrez qu'il y a un simple caillou, il nous raconte une très très longue histoire.